Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons l'adoption d'un projet de règlement, le règlement 2024-1325, qui vient modifier notre règlement de zonage 2015-844. Et c'est un règlement qui va porter sur un usage complémentaire, soit les unités d'habitation accessoires isolées. Je vais vous expliquer ce que ça signifie dans pas long. Donc, tout d'abord, une mise en contexte pour vous informer là, que la Ville de Rouyn-Noranda fait face, c'est pas inconnu pour vous, là, mais à une pénurie de logements depuis quelques années. Et puis, la Ville a mis en place différentes mesures pour essayer d'y faire face.
Donc, nous avons adopté dans les dernières années différentes modifications à notre réglementation pour favoriser une forme de densification douce. Ce que nous avons fait en 2015, en fait, quand il y a eu la refonte de la réglementation municipale, donc le règlement de zonage avait été complètement révisé suite à l'adoption du nouveau plan d'urbanisme et les résidences de 2 logements ont été permises dans plusieurs zones sur notre territoire, alors qu'avant, on avait des zones qui étaient souvent exclusivement de type unifamilial isolé et on est donc venu ajouter des secteurs où on permettait de facto le 2 logements. Par la suite, on est venu en 2021 modifier notre réglementation pour permettre le logement additionnel. Donc ça, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu permettre l'ajout d'un 2e logement à l'intérieur d'un bâtiment principal qui avait les fonctions d'unifamilial isolé, parce qu'on avait quand même encore quelques zones qui permettaient exclusivement l'unifamilial isolé, et on est venu permettre que soit permis l'implantation d'un 2e logement de plus petite dimension à l'intérieur de cette résidence-là. Dernièrement, on a adopté une modification réglementaire pour permettre le logement intergénérationnel, et ce, encore là, dans un bâtiment unifamilial isolé, dans les milieux de type rural et riverain, ainsi qu'agricole sur notre territoire. Et ce soir, c'est l'adoption d'une modification réglementaire pour permettre les unités d'habitation accessoires isolées. On va appeler ça dans notre jargon les UHAI. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que c'est un petit bâtiment qui est détaché de la résidence principale et qui va servir à abriter un logement. Donc, souvent, on entend parler parfois là, de pavillon-jardin ou de maison d'invités. Donc, c'est ce type de bâtiment-là. C'est vraiment un bâtiment indépendant de la résidence et qui va servir à accueillir un logement. Donc, au niveau de la réglementation, on doit venir modifier notre réglementation pour permettre, sous certaines conditions, sur des terrains résidentiels dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda, les unités d'habitation accessoires. Le projet de ce soir, on doit modifier notre règlement de zonage, notamment pour prévoir les normes et les conditions d'implantation de ce type d'habitation-là. Également, suivant cette présentation-ci, on va avoir une 2e présentation pour l'adoption d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça va faire en sorte que les gens qui vont vouloir implanter une unité d'habitation accessoire isolée vont devoir soumettre leur projet au conseil pour s'assurer que le projet s'intègre bien dans le voisinage. Il va être soumis à une réglementation spéciale pour un contrôle au niveau de l'architecture et il va être évalué de manière un peu plus qualitative. Au niveau de la définition, on doit venir définir maintenant dans notre règlement qu'est-ce qu'une unité d'habitation accessoire isolée. Et la définition va se lire comme suit: un logement situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé résidentiel. Donc, on peut voir sur le dessin le petit pavillon, comme je vous expliquais, qui est complètement détaché de la maison. Juste pour fin d'information, ça peut être un bâtiment qui va être construit spécifiquement à cette fin-là, donc qui va recevoir uniquement le logement. Ça pourrait être une conversion d'un bâtiment accessoire que la personne a déjà sur sa propriété, exemple un garage qui serait totalement converti en logement. Ça pourrait également être un bâtiment accessoire, un garage dont la mezzanine serait totalement transformée pour permettre un petit logement. Donc, au niveau par la suite de notre modification réglementaire, on doit venir modifier, prévoir en fait certains libellés. Donc, à notre article 119, on va venir préciser que l'aménagement d'un logement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé est permis sous réserve des dispositions d'un nouvel article qu'on va adopter, qui va être l'article 187.4, parce qu'auparavant, on ne permettait pas l'aménagement de logement dans un garage. Donc là, puisqu'on va permettre cette forme d'habitation-là, on doit venir modifier notre réglementation dans ce sens-là. Et si ce n'est pas pour les fins exclusivement d'unité d'habitation accessoire isolée et qui va respecter les conditions de notre article 187.4, mais ça ne sera pas autorisé. Donc, ça va quand même être encadré. Par la suite,
on doit venir préciser dans quelle zone on va permettre les unités d'habitation accessoires isolées. Donc, ça sera dans les zones 1000 à 4099 de notre plan de zonage et ça correspond à nos zones résidentielles dans nos périmètres urbains. Et c'est sûr que c'est des périmètres urbains qui sont desservis en aqueduc et égouts, par contre, parce qu'il faut que le petit bâtiment là, puisse être desservi là, avec des services sanitaires. Donc, tout ce qui est notre Rouyn, Noranda, la Première Couronne, Noranda Nord, Lac-du-Faux, Évin, Granada, Clérici et d'autres endroits, mais il faut vraiment que ce soit desservi en aqueduc et égout. Par la suite, on va venir préciser des normes spécifiques pour nos normes à appliquer. Donc, il va y avoir un seul bâtiment qui va être permis comme sur une propriété à des fins d'unité d'habitation accessoire isolée et seulement un terrain où on retrouve une résidence unifamiliale isolée sur le site. Comme je disais tantôt, le terrain doit être desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Le propriétaire de l'immeuble doit demeurer sur place. Donc, le propriétaire peut demeurer dans le bâtiment principal résidentiel ou il peut faire le choix de dire, moi, je vais habiter dans l'unité d'habitation accessoire isolée et je vais plutôt louer, par exemple, ma maison qui se retrouve à l'avant. Le bâtiment accessoire devra également respecter les normes de construction en vigueur pour un logement. Ça, c'est pour s'assurer, dans le fond, que les règles de construction soient respectées pour assurer un logement de qualité. Ensuite de ça, l'unité d'habitation accessoire isolée doit être localisée à l'intérieur d'un nouveau bâtiment ou résulter, comme je l'expliquais tout à l'heure, de la conversion d'un bâtiment accessoire existant. On a également fixé une superficie minimale pour ce type de bâtiment-là, pour assurer encore là une certaine qualité de vie aux personnes qui vont demeurer dans ces bâtiments-là. Donc, c'est fixé à un minimum de 25 mètres carrés. Également, dans le cas où on va plus parler d'une conversion de bâtiment, par exemple, ou d'une occupation partielle d'un bâtiment accessoire existant, bien, il va falloir que le nouveau logement occupe un minimum de 50 de la superficie du bâtiment accessoire. Également, pour tout ce qui est les normes d'implantation, donc la hauteur maximale, la superficie, ça va être calculé au même titre qu'un bâtiment accessoire normal. Donc, ça va faire partie du calcul du nombre de bâtiments qu'on permet sur un terrain. Exemple, on permet un maximum de 3 bâtiments accessoires, donc la personne pourra avoir une petite remise, une petite serre et l'unité d'habitation accessoire et la maison principale également. Et en termes de superficie, on doit aussi calculer la superficie de tous ces bâtiments-là. Il va falloir que ça respecte les normes qui sont déjà prévues à la réglementation. Il y a un nombre de chambres à coucher maximal pour ces unités d'habitation accessoires qui a été fixé à 2. Pourquoi? En fait, c'est que ça reste un bâtiment accessoire. La vocation principale, c'est vraiment le bâtiment résidentiel unifamilial principal qu'on retrouve sur le terrain. Donc, c'est une plus petite unité qui va accompagner la propriété. Et on voulait permettre quand même un minimum de 2 chambres pour que ça réponde peut-être à des besoins d'une petite famille. Donc, d'avoir une chambre additionnelle, ça peut être intéressant. Et finalement, l'usage de résidence de tourisme va être prohibé à l'intérieur d'une habitation accessoire isolée. On veut vraiment que ces unités-là servent à loger des gens qui ont un besoin permanent en matière de logement. Donc, au niveau, par la suite, des autres normes, il n'y aura pas besoin d'ajouter une case de stationnement additionnelle quand quelqu'un va vouloir installer une unité d'habitation accessoire isolée. Également, il n'y aura pas de permission de faire la conversion de la totalité de l'immeuble en copropriété divise. L'unité d'habitation d'accessoires isolés devra aussi comporter un numéro civique distinct. Donc, on doit modifier, vous allez voir plus tard, une modification réglementaire pour venir indiquer qu'il va y avoir une numérotation civique spécifique pour ce type de bâtiment-là. Et également, l'autorisation pour pouvoir aménager une unité d'habitation accessoire isolée va devoir, pour être accordée une fois que le plan d'implantation et d'intégration architecturale sera approuvé par le Conseil.
Donc, au niveau du cheminement du projet de règlement, il y a d'abord eu un avis de motion et l'adoption du projet de règlement le 12 août dernier. Le 21 août, un avis public de consultation a été publié dans le journal local. Ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation et il pourrait y avoir l'adoption du second projet de règlement. Par la suite, un deuxième avis public pour les personnes habiles à voter serait publié parce que le règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Le tout pourrait entrer en vigueur le 4 novembre 2020, pourrait être adopté, le 4 novembre 2024 pour une entrée en vigueur le 13 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Sinon, on peut passer aux prochaines présentations. Donc, le second projet de règlement ce soir concerne l'adoption du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les unités d'habitation d'accessoires isolées, donc le projet de règlement 2024-13-26. Je ne vous referai pas la petite mise en contexte là, de la situation en matière de logement. Donc, pour ce règlement-là spécifique, donc, comme notre règlement de zonage a été modifié pour permettre les unités d'habitation accessoires, comme on vient de le préciser, on souhaite quand même encadrer ce type d'habitation-là pour pas que ce soit n'importe quoi qui soit construit, pour que ça s'intègre bien dans le voisinage. Donc, le règlement sur les PIA va venir encadrer de manière discrétionnaire. Donc, c'est vraiment des éléments qualitatifs qui vont être regardés à ce moment-là. C'est de regarder l'implantation du bâtiment accessoire sur le terrain et son intégration architecturale pour assurer une harmonie avec le bâtiment principal et aussi avec le voisinage immédiat. Chaque demande d'approbation de PIA doit être soumise au comité consultatif d'urbanisme qui, lui, va faire une recommandation au conseil. Il va donner son avis. Par la suite, le projet sera soumis au conseil municipal et lui va également regarder le projet et rendre sa décision finale. Il pourrait demander des ajustements au plan qui est proposé. Chaque demande pour une nouvelle unité d'habitation accessoire va faire l'objet d'une demande indépendante. Puis, si les gens doivent faire des modifications aux plans qui ont été approuvés par le conseil, ils vont devoir représenter un nouveau projet et refaire le même processus. Les objectifs généraux concernent notamment l'implantation du bâtiment et l'harmonie entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire. Et il y a également des critères d'analyse qui sont prévus au règlement. Donc, le premier chapitre du règlement concerne plus les dispositions déclaratoires interprétatives et administratives. Donc, on parle du territoire visé, le titre du règlement. Donc, c'est vraiment plus des détails au niveau administratif, les définitions. Ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est de vous parler là, des opérations, des travaux qui vont être assujettis. Donc, on va vraiment parler de la construction d'une unité d'habitation accessoire isolée, donc vraiment un nouveau bâtiment, la conversion d'un bâtiment accessoire existant ou une partie de celui-ci, la modification d'apparence extérieure ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire qui comportait déjà une unité d'habitation accessoire isolée, parce qu'il faut quand même se projeter dans l'avenir, et tous les travaux d'aménagement extérieur d'un terrain qui comporte une unité d'habitation accessoire et qui ne respecterait plus les conditions qui auraient été imposées par le conseil municipal. Au niveau du chapitre 2, ce sont les processus d'approbation d'une demande. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on transmet la demande. La demande doit inclure les plans de construction sommaires avec des croquis, des esquisses, une description des élévations, choix de couleurs, le choix des matériaux, l'aménagement extérieur qui est prévu sur la propriété. Par la suite, il y a des frais qui sont associés à une présentation d'une demande comme ça qui est prévue à notre règlement sur la tarification globale, l'étude du dossier par le CCU, la décision du conseil et la délivrance du permis. Donc, c'est un processus qui peut prendre à peu près là, entre 6 à 8 semaines là, pour passer les différentes étapes. Ensuite, au niveau des objectifs, comme on disait, c'est vraiment une implantation. On veut que celle-ci soit cohérente avec les aménagements extérieurs du terrain où il va être implanté, mais aussi par rapport au terrain des voisins.
Et il y a une harmonisation entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal qui est également souhaitée. Au niveau des critères, il y en a 6. Donc, dans le cas d'un nouveau bâtiment, l'implantation du bâtiment doit être localisée à un endroit qui ne portera pas atteinte à la jouissance par le propriétaire des immeubles voisins de leurs droits de propriété, notamment par la création d'effets de palissade ou d'ombre excessifs qui seraient occasionnés pour le terrain voisin. Donc, ça va être évalué où le bâtiment va être positionné. Également, dans le cas de conversion d'un bâtiment existant, on va aussi regarder, s'assurer que ça ne brime pas l'intimité des occupants des terrains voisins, notamment en s'assurant là, que la proximité du bâtiment par rapport aux limites de propriété, les ouvertures qui vont être faites dans le bâtiment, où est-ce qu'ils vont être localisés. Au niveau de l'aménagement extérieur du terrain, on souhaite qu'il y ait un maximum de conserver des aires extérieures de vie intéressantes, puisque les gens vont vivre là, notamment des surfaces végétalisées, des arbres et d'autres espaces ombragés, autant pour l'occupant de l'unité d'habitation accessoire que pour l'occupant de la résidence principale également. Donc, on souhaite quand même que ce soit un milieu de vie agréable pour les gens. Il y a également les matériaux et la volumétrie du bâtiment qui vont être regardés. Et on souhaite que le bâtiment, l'unité d'habitation accessoire, conserve quand même une petite dimension par rapport au bâtiment principal résidentiel. L'architecture va également être regardée pour s'assurer qu'il y a une harmonie avec le bâtiment principal. Et idéalement, les ouvertures devraient être dirigées vers l'intérieur de la cour du terrain pour ne pas, là, dans le fond, avoir des vues sur les terrains voisins. Par contre, il pourrait y avoir l'aménagement soit d'une clôture ou d'une haie qui viendrait pallier à ce manque d'intimité. Donc, au niveau du calendrier d'adoption pour ce projet de règlement-là, l'avis de motion a été donné le 12 août dernier, ainsi que l'adoption du premier projet de règlement. L'avis public de consultation a été donné le 21 août. Ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et ce règlement-là pourrait être adopté le 4 novembre 2024 et une entrée en vigueur le 13 décembre 2024. Il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire et il n'y a pas de deuxième projet dans ce type de règlement-là. C'est un règlement de type là, plus administratif. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, ça met fin aux assemblées de consultation. Merci beaucoup, Mme Banville. Donc, on va pouvoir, je pense, procéder dans quelques minutes à la séance régulière. Alors, bonsoir pour ceux qui étaient avec nous à l'Assemblée de consultation. Donc, bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Bienvenue aux gens dans la salle. Alors, on débute à l'instant avec quelques minutes de retard. Désolé pour ceux qui étaient en attente. Alors, en 1, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, donc quelques ajouts ce soir. Dans la gestion du personnel, une fin d'emploi. Dans les ventes de terrain, une autorisation de signature d'un protocole de réservation pour le secteur de la rue Bureau. Dans les affaires politiques, une nomination au comité communication. Et finalement, suite à la présentation de l'Assemblée de consultation du 2024-13-25, donc l'adoption du second projet. D'accord, merci. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey.
Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2024. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En trois, au niveau du suivi des dossiers politiques, l'audience publique du BAP pour le dossier ORN 5, Ressources Falco, se poursuit à compter du 30 septembre. Et dans le cadre de ces audiences-là, la Ville déposera un mémoire. Donc, la Ville de Rouyn-Noranda, je vous rappelle, a participé à toutes les séances des audiences publiques et nous avons été en mesure d'entendre les inquiétudes, les préoccupations qui ont été soulevées. Alors, le projet ORN 5 représente un vecteur de croissance non seulement pour Rouyn-Noranda, mais aussi pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais il est essentiel de mettre en lumière certaines de nos préoccupations, d'où l'importance de ce mémoire qui sera présenté le 1er octobre prochain. Alors, bien sûr, va être rendu public par la suite. Au niveau, un autre dossier dont je veux vous faire part, c'est au niveau des abris sommaires, des camps de chasse. Alors, en cette période de chasse, justement, on voulait ramener le sujet parce que les citoyens sont au courant que la Ville travaille sur ce dossier des abris sommaires depuis pas moins de 7 ans. La Ville de Rouyn-Noranda ainsi que la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue avaient formulé des demandes de modifications réglementaires au ministère pour mieux répondre à la réalité du milieu. C'est vraiment un travail colossal qui avait été fait par les services d'aménagement de chaque MRC. Et c'était vraiment une démarche sérieuse et documentée. Donc, des demandes avaient été formulées, notamment en ce qui concerne, en ce qui a trait à la grandeur des abris sommaires, des camps de chasse. La demande qui avait été formulée était d'augmenter la superficie de 30 mètres carrés à 40 mètres carrés. La nouvelle réglementation provinciale qui a été adoptée, qui s'applique depuis le 19 septembre, ne tient pas compte de notre demande pour augmenter la superficie. Le ministère conserve le 30 mètres carrés. Donc, ça s'applique depuis le 19 septembre. La seule chose peut-être à préciser, c'est que le ministère a décidé d'étendre ce 30 mètres carrés-là à l'ensemble des abris sommaires du Québec. Avant, ailleurs, c'était 20 mètres carrés. Maintenant, tout le monde est à 30 mètres carrés. Alors, on est grandement déçus parce que la demande qui avait été déposée était documentée. C'est environ 65 des camps de chasse qui sont chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on parle d'un peu plus de 5 000 sur 10 000 abris sommaires au Québec. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments de la réglementation qui amènent certaines avancées. Il faut le dire, mais le volet de la superficie, c'était le principal, c'était majeur. Alors, nous avons une entente de délégation avec le ministère jusqu'en décembre 2025. Alors, dans les prochains mois, on va analyser tous les impacts de ces exigences avant la date d'échéance du renouvellement. Mais je tenais à informer les chasseurs parce que plusieurs questionnent qu'est-ce qui a été décidé par le ministère. Donc, il y a des avancées au niveau de permettre une fausse sèche, une remise. On ne spécifie plus un seul niveau de plancher, mais la superficie demeure à 30 mètres carrés. Alors, on voulait nommer notre déception ce soir, mais en profiter pour souhaiter bonne chasse à tous nos chasseurs, nos chasseuses. Soyez prudents. Merci. Alors, j'en serais rendue à la demande des citoyens. Si vous êtes présents, est-ce qu'on avait des demandes écrites? Non, on n'a pas eu. On n'a pas reçu. Donc, si vous êtes présents dans la salle et vous souhaitez vous adresser au conseil, bien, je vous invite à vous présenter, vous nommer votre adresse si on doit vous faire un suivi. Bonjour, Mme Dallaire. Bonjour à tous, conseillères et conseillers municipaux. Bonsoir. Moi, je m'en viens pour... Votre nom, monsieur, juste pour... Jean Lapelle, 60 La Tulipe-Est. Merci, monsieur Lapelle.
Que je viens vous rencontrer ce soir pour faire une demande et avoir votre appui pour, sur la rue Portage La Tulipe, avoir 4 stops. Un peu comme sur la rue Réaume Portage, Portage Perrault. J'ai remarqué, Bégin, il y a 3 parkings, il y a 3 stops. Il n'y en a pas en bas, mais d'autres, on est témoins qu'avec la résidence Saint-Michel, il y a beaucoup de va-et-vient de personnes âgées qui passent par là, mais il n'y a pas de 4 stops. Fait que des fois, c'est vraiment houleux, ça en est quasiment dangereux. Moi, j'ai été témoin de 2 accidents qui sont arrivés. Madame l'a arrêté en pensant que c'était un 4 stops comme sur la rue Réaume. Puis le monsieur l'a frappé, mais il a eu de gros dommages. Mais une autre fois, mais c'est un peu la même affaire, mais le monsieur, il a pété les plombs parce qu'il s'en venait assez vite. J'ai remarqué que mardi, ils ont mis des radars de vitesse, mais là, ils sont enlevés. Puis, c'est un peu ça que. On a un beau parc en bas, il y a beaucoup de personnes qui vont au parc à fleurs d'eau en bas. On a la garderie qui descend, qui va en bas, là. C'est bien mal. Je remercie toute l'équipe qui fait l'entretien du parc à fleurs d'eau, c'est vraiment beau. Oui. Ça serait un petit peu ça. Je suis déjà inscrit dans travaux publics. Là. Je suis allé Vous avez fait votre demande. Oui, c'est ça. Elle m'a gardé la feuille toute, là, Madame Nancy Gouin. Puis elle dit ça peut prendre 3 à 4 mois avant que je sois rencontré. Puis là, il parlait qu'il y a la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, les travaux publics là, sur le chemin Lemay, là, qu'on va se rencontrer. Là. Fait que c'est pour avoir votre... certainement, probablement qu'elle a voulu dire que ce serait apporté à l'attention du comité circulation qui est présidé par M. Laplante. Alors, mais on prend note de votre demande, M. Lapelle, puis on va vous faire un suivi rapide. Je ne sais pas si tu veux ajouter, Cédric, ou non. C'est ça. On est content que la demande soit rentrée au comité circulation. Fait que, on sait que dans les prochains mois, votre demande va être analysée. Effectivement, ça peut prendre de 8 à 12 mois analysé au compte. Mais soyez certains qu'on porte une attention spéciale, M. Lapelle, avec ce que vous venez nous dire. D'autres, on est assis des fois avec ma femme, où je suis proche aidant pour ma conjointe. Et elle est handicapée par la Régie des rentes du Québec. Puis des fois, comme on pourrait dire, contrôler. Wow, arrête, là, il y a un stop ou il n'y a pas de stop. Elle gère ça, là, mais ça serait très apprécié. C'est bon. Merci de vos commentaires et de vos suggestions. Soyez assurés qu'on vous fait un suivi dans les meilleurs délais. Merci tout le conseil municipal. Merci M. Lapelle. Merci. Bonne soirée. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Sinon, Mme Carignan, oui. Les dérogations mineures? Oui, effectivement. Excusez-moi. Donc, la première demande au 14 avenue des Tourterelles, présentée par Mme Sophie Allary. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation du patio et du climatisateur. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Samuel Ramsey. Merci. La suivante, au 490 avenue Lavoie, présentée par M. Joël Boulay. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment accessoire garage. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Et la suivante, au 59 de la rue Baudry, présentée par Mme Annick Campagnan. Un avis défavorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment principal a été émis. Nous avons reçu une correspondance de la dame. Le conseil en a pris connaissance. Et avec les nouveaux éléments, le conseil a pris la décision de rendre l'avis favorable. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup. Il y a un PPC-. Oui, la suivante, c'est un PPC-, un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Donc, adoption de la résolution concernant le 750 de la rue Saguenay afin de convertir un bâtiment accessoire en bâtiment principal d'usage commercial industriel. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Carignan.
Monsieur Chevalier, nous en sommes aux affaires de la direction générale. Oui, Madame Dallaire, donc la liste personnelle engagée cette semaine, on parle environ d'une vingtaine de personnes, surtout des réservistes pour la saison hivernale, notamment là, du côté du Théâtre du Cuivre. Donc, voilà pour le personnel engagé. On poursuit avec les embauches. Madame Blanche Paré-Allard, technicienne opératrice aux eaux usées. Madame Annie-Claude Savoie, technicienne en inspection immobilière. Et finalement, Monsieur Cédric Poirier, coordonnateur culturel. Pour ces embauches, voulez-vous une résolution? J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. On poursuit avec une signature de contrat de travail de M. Richard Davidson. Je riais juste parce qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient proposer. J'ai cru comprendre, Mme Dallaire. Je suis resté très tranquille sur le D'accord, c'est bon. Signature du contrat de M. Davidson. Moi, je peux en faire la proposition. Samuel Ranzio. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence sexuelle ou physique au travail. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie. Yves Trollet. Finalement, la fin de l'emploi de l'employé matricule 03637. J'en fais la proposition. Yves Trollet. Et je l'appuie. Claudette Carnian. On poursuit avec les octrois de contrats. Donc, le premier, fourniture d'aluminate de sodium 2025-26 à Univar Solutions Canada Limité au montant de 51 566,28 taxes incluses pour la première année du contrat étant la seule reçue et conforme. Fourniture de mélange de phosphate et de zinc 2025-26. Nouvelle technologie techno incorporée au montant de 32 974,83 taxes incluses pour la première année du contrat étant la plus basse reçue et conforme. Fourniture de charbon activé en poudre 2025-26 à Groupe Carbone Continental Incorporé au montant de 51 193,77 taxes incluses pour la première année du contrat étant la plus basse reçue et conforme. Acquisition de 2 camionnettes électriques à Paquin Ford Limité au montant de 167 623,78 taxes incluses et remise gouvernementale en su étant la plus basse reçue et conforme. Service professionnel visant la conception des plans et devis nécessaires au remplacement de l'entrée électrique de l'usine d'épuration. Contrat octroyé de gré à gré à Cima Plus SENC au montant de 33 423,23 taxes incluses. Service professionnel en ingénierie pour divers travaux de structure aux arénas Jacques-Lapierre et Régent-Houle à BCI Structure et Civil Incorporé au montant de 96 349,5 taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Reconstruction des puits P1 et P2 dans le secteur de Cadillac à Puits-Bec Incorporé au montant de 400 457,93 taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Location d'une chargeuse articulée sans opérateur pour 3 ans à raison de 6 mois par année à Accès industriel minier incorporé au montant de 144 598,43 taxes incluses étant la plus basse reçue et conforme. Travaux de pavé uni sur la rue Père-Ouest à 9294 Trédignon 5708 Québec Inc. Les aménagements du Charme au montant de 86 277,24 taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Et finalement, service professionnel en ingénierie visant le développement de l'écoquartier Sénator à Cima plus SENC au montant de 1 070 510,66 taxes incluses et a obtenu le plus haut pointage au terme du comité de sélection. Alors, pour l'ensemble de ces octrois de contrat. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Lou Dallaire. Merci. On termine avec vente de terrain, autorisation de signature de l'acte de vente et de servitude entre la Ville de Rouyn-Noranda et le MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, et autorisation de signature d'un protocole de réservation de terrain, lot 4 676 098, au Cadastre du Québec, rue Bureau, en faveur du groupe Action Logement Québec. Un proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup.
Alors, merci, M. Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Girard. M. Drolet. Ah, M. Drolet, excusez. Bref. Ben, regardez, on rigole, mais il y a quand même eu des belles nouvelles parce que vendredi dernier, le gala des Grands Prix de la relève de la Jeune Chambre de commerce du Québec a fait part de ses lauréats. Lors de cette là, il y a eu 2 prix qui ont été pour Rouyn-Noranda. Il y en a un, c'est le comité de relève en affaires de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda qui avait décerné le prix initiative Impact de l'année grâce au projet innovant des capsules vidéo Jeunes Leaders. Je tiens aussi également à féliciter chaleureusement Mme Marie-Ève Mignot, la directrice générale du CLD de Rouyn-Noranda, qui a rapporté un prix prestigieux, celui de la jeune gestionnaire de l'année, pour son leadership et son engagement envers la communauté d'affaires. Mme Mignot incarne l'excellence et la détermination pour rayonner l'entrepreneuriat au niveau local. Alors, pour ça, je dis bravo là, pour Marie-Ève. C'est une bonne belle applaudissement. Merci, M. Drolet. Alors oui, vraiment, ça mérite d'être souligné. On a au niveau, je pense qu'il n'y a pas d'autres sujets au niveau des membres du Conseil. Au niveau de la correspondance, on a reçu une demande d'autorisation d'événement de Mme Raymonde Clich, donc une vente annuelle de produits Avon les 5 et 6 octobre dans le secteur du quartier de Montbrun. Alors, un proposeur pour l'autoriser. J'en fais la proposition, Claudette Carnier. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. Au niveau des affaires, au niveau des affaires politiques, en 9.1, M. Beaulieu, je vous laisse. Oui, en fait, on a un membre au comité patrimoine toponymie qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Jonathan Caron, devait être remplacé et on a reçu 2 candidatures. Alors, on propose ici d'y aller avec la nomination de M. Philippe Bisson-Ouimet au siège de citoyen professionnel du domaine bâti. Alors, il est ingénieur en mécanique du bâtiment et le comité le voyait d'un très bon œil de pouvoir le recevoir dès la prochaine rencontre. Alors, j'en fais donc la proposition. Et évidemment, je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Monsieur Dallaire, en 9.2. Oui, en termes, je suis président du comité communication, Mme Dallaire, et aujourd'hui, on voudrait proposer au Conseil la nomination de Mme Marie-France Baudry à titre de membre du comité en remplacement de Élise Ariane Cabirol qui a donné sa démission récemment. Je voudrais aussi remercier Élise Ariane Cabirol pour le travail depuis quelques années, je pense, qu'elle était au comité communication. Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Samuel Ramsey-Hull. Oui, donc bienvenue aux nouveaux membres des comités et merci à ceux qui quittent pour leur implication. Merci beaucoup. Madame la greffière, au niveau des procédures administratives. Oui, 2 autorisations de signature d'actes de servitude. Donc, un premier en faveur d'Hydro-Québec et Télébec concernant le parc aéroportuaire. Le 22 juillet dernier, le Conseil avait adopté une résolution pour autoriser l'installation d'un poteau. Par contre, après validation sur le terrain, il était nécessaire de le déplacer. Donc, on vient ajuster avec le nouveau numéro de lot qui est requis. Et également pour régulariser un empiètement d'escalier extérieur au 201 9e rue. Alors, pour ces actes de servitude. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Oui, un appui. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Ensuite, une modification de résolution. On avait déjà établi la désignation des signataires autorisés dans le cadre de l'entente de délégation gestion foncière, exploitation sable-gravier, donc la Ville a du ministère des Ressources naturelles. Il s'agit maintenant, là, certains postes ont été modifiés au niveau du titre, des fonctions qui ont été modifiées, donc tout simplement la même résolution qui va demeurer, mais avec les bons titres qui seront ajustés. Également, autorisation de signature dans le cadre de vente sous contrôle de justice, donc que Karen Audette, notre trésorière, soit autorisée à signer tout document en lien avec ces procédures-là, oui, pour lesquelles j'aurais besoin d'une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Et le dernier point, il s'agit d'un dépôt, donc il n'y a pas de résolution qui est requise. A eu lieu le 10 septembre dernier la procédure d'enregistrement pour le règlement 2024-1324 au niveau rue du Nickel et du Platine.
Donc, le nombre minimal de personnes n'ayant pas signé le registre, il n'y a pas de référendum qui sera tenu. Donc, le document a été envoyé au ministère des Affaires municipales pour approbation. C'est un dépôt. C'est un dépôt seulement, effectivement. D'accord. Donc, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. On a en 12 l'approbation des comptes qui totalise un montant de 5 901 102,39 $. Un proposeur. J'en fais la proposition. Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Alors, on est, 13, l'avis de motion. Pas d'avis de motion ce soir. On est en 14 au règlement. Oui, donc une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, vers la fin de 2023, il y a un processus de modification du schéma qui avait été entamé concernant le secteur aéroportuaire. Suite à différentes discussions avec le ministère des Affaires municipales pour trouver la formulation qui permettra à un promoteur de développer un projet. Donc, il s'agit d'adopter un règlement de remplacement qui va venir remplacer le 2023-1254A. Également, en même temps, le document explicatif qui vient justement donner les explications sur le projet et d'un document aussi qui indique la nature des modifications qui seront apportées à la réglementation d'urbanisme, un coup le schéma modifié. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Ensuite, l'adoption du règlement 2024-1329 sur la gestion des matières résiduelles. J'en fais la proposition aussi, Samuel Ramsey. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. Et à la suite de l'Assemblée de consultation qui a eu lieu juste avant la séance, le second projet du règlement 2024-1325 concernant les unités d'habitation accessoires isolées. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Ça termine. Merci. Donc, il y a la période de questions allouées aux journalistes qui va être après la séance. Avant la levée de la séance, peut-être juste rappeler aux gens que la prochaine séance du Conseil va être le 7 octobre. C'est ça? OK. C'est bon. Alors, pour la levée de la séance... J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci aux citoyens, citoyennes dans la salle et à la maison. Bonne fin de soirée. Je fais du pouce ce soir.